Bonjour Olivier Girard. Bonjour Jalé. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette série d'interviews de leaders emblématiques engagés que propose la communauté Les entreprises s'engagent, que vous commencez maintenant à connaître. Donc je rappelle que vous êtes président d'Accenture France Benelux. Déjà, première question, comment allez-vous? Je vais très bien et j'ai l'habitude souvent de dire que je suis doublement positif par nature, c'est vraiment profondément ma nature, et aussi par raison, parce que l'époque, je pense, le commande un petit peu. D'accord, donc un peu de positivisme militant. Absolument. Ah, très bien, j'adore ça. Donc Accenture est une des grandes entreprises à travers le monde en matière de conseil et de technologie. Souvent dans ce secteur d'activité, la moyenne d'âge est assez jeune, on est d'accord? Sur les 10 000 collaborateurs que nous avons en France, la moyenne d'âge est un peu au-dessus de 34 ans et ce chiffre est également valable dans le monde pour l'ensemble des collaborateurs dans le monde. Donc effectivement, les collaborateurs d'Accenture sont jeunes. Sont jeunes. Et je pense que cette jeune génération, pour la retenir, aujourd'hui, les choses, il a fallu faire preuve de créativité. Parce Absolument. que les talents, c'est votre cœur d'activité, en fait. Alors tout à fait, Accenture est une entreprise qui ne vit qu'à travers ses équipes et ses talents, qu'à travers les projets qu'on fait pour nos clients. On ne vend pas de propriété intellectuelle, nous n'avons pas de produits, donc c'est vraiment 100% la combinaison, les ressources humaines, voilà, les ressources humaines et la combinaison des ressources humaines. Parce qu'on parle souvent de talent comme si c'était l'addition de talents individuels, mais il y a une dimension collective, il y a une dimension de richesse collective, un talent plus un talent égale 3. Il faut qu'il y ait une espèce de magie qui s'exerce là, et vous avez raison de dire que, du coup, un des enjeux fondamentaux d'Accenture, c'est de les recruter, de les garder, de les faire grandir, qu'ils soient engagés le plus possible pour eux, pour leurs clients. Et qu'ils soient engagés, vous le dites à dessein, parce que cette jeune génération le demande, d'après vous? Oui, on le voit de plus en plus. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'est intensifié ces dernières années. La première raison pour laquelle ils viennent chez nous, et la première raison pour laquelle ils restent, c'est parce qu'ils veulent avoir de l'impact. C'est le mot que je choisis, le mot que je préfère pour décrire ce qu'ils veulent avoir. On les écoute souvent, on fait des enquêtes, on les interroge. Et le mot le plus fort, c'est « je veux avoir de l'impact » sur le monde autour de moi et sur les défis du monde à un moment donné où le monde est. Et les défis d'aujourd'hui, vous les connaissez. Et ils sont de plus en plus exigeants sur le fait que cet impact soit réel, soit mesurable et que même à leur petite échelle, dans des grands programmes, bien comprendre ce que le programme va faire et comment il va impacter positivement le client, la planète, etc. Et du coup, alors, question un peu facile qui en découle, comment est-ce que vous avez fait pour faire rentrer cette notion d'engagement, plébiscitée un petit peu par la jeune génération, mais pas que, dans votre système de management? Alors, le management a considérablement évolué ces 10-15 dernières années. Il a été historiquement très centré sur l'expertise et la performance. C'est-à-dire qu'on jugeait, on regardait un manager sous ces deux angles-là. Il est l'expert de quelque chose et il est performant ou il sait créer de la performance. Je pense que c'est un vieux sujet chez Accenture, encore une fois à cause de notre dimension collective. Une grande partie de notre différenciation auprès de nos clients vient d'un collectif et non pas uniquement d'une expertise ou de l'addition d'expertise. Elle vient de notre capacité à mélanger des métiers très différents au service de nos clients. Et donc du coup, le premier talent du manager devient le fait d'être inclusif, de savoir faire travailler des gens très différents ensemble, des gens qui ont des métiers différents, des nationalités différentes. Accenture est une entreprise mondiale. On opère dans plus de 120 pays. Et donc ce talent-là du manager, d'être capable d'embarquer ces diversités, est devenu petit à petit chez nous le premier critère et le critère de succès du manager. Plus vous grandissez chez Accenture, plus ce qu'on va regarder, ce sera sa capacité à être inclusif et à manager des diversités. Donc vous êtes en train de dire que dans les engagements reconnus, la diversité et l'inclusion, c'est un des piliers de vos engagements. Et que du coup, vous mettez en œuvre de façon sincère parce que de l'autre côté, vos talents, vos ressources attendent ça de vous. Non seulement nos talents attendent ça, mais vos clients peut-être oui, aussi. nos clients, c'est ça. Les problèmes du monde sont de plus en plus complexes. Les questions que nous posent nos clients sont de plus en plus complexes. La question de décarboner une partie d'une chaîne de valeur d'un client est une question très complexe qui fait faire appel à 10, 15, 20 expertises différentes. Et on ne peut pas simplement additionner des experts. Il faut un management qui sache faire vivre ça ensemble et qui sache faire exprimer une valeur
au travers de l'addition de l'expertise. Et cette façon de gérer donc, ce que j'appelle des diversités de métiers, de passeports, d'origine, c'est ce qui permet de trouver la solution. Et qui fait la richesse des équipes que vous créez, que vous montez. Ce qui fait la richesse, c'est le plaisir au quotidien de travailler dans des environnements comme ça. Génial. Donc vous êtes Accenture et membre de la communauté Les entreprises s'engagent. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir membre ? C'est un mot, en fait. Historiquement, quand j'ai pris mes fonctions il y a quelques années, et même avant, j'ai eu l'occasion, grâce à la Fondation Accenture, de rencontrer, de découvrir le monde incroyable des associations et le monde de l'économie sociale et solidaire. Et j'y ai vu des gens exceptionnels, et j'ai vu aussi les limites à l'occasion de cet univers dans leur difficulté de passer à l'échelle. Oui. Il y a quelques exceptions, bien sûr. Et passer à l'échelle, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est la mission d'Accenture. C'est ce que nos clients nous demandent. Passer transformer une idée. Prendre une idée bonne qui marche sur un périmètre finalement peut-être restreint. Exactement. Et faire en sorte que ça puisse être généralisé pour bénéficier au plus grand nombre. Exactement. Et donc, c'est cette mise à l'échelle. Voilà. C'est notre métier. Et le lien avec l'économie sociale et solidaire et avec ces associations qui étaient contraintes, et notre savoir-faire ici, je trouvais qu'il y avait une complémentarité merveilleuse pour les aider à passer à l'échelle, pour avoir encore plus d'impact. Donc, du coup, vous êtes là en fait quasiment dans l'exercice de votre métier, aux côtés de la communauté Les entreprises s'engagent. Oui. Parce que vous vous dites que vous pouvez avoir un apport positif de par ce collectif dont vous parliez. Notre raison d'être est merveilleusement complémentaire avec celle de ce monde-là. C'est très clair. Et vous, personnellement, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes considéré comme un des leaders engagés en France, qu'est-ce qui vous a amené dans ce désir d'engagement ? Deux choses, je dirais. La première, très banale, mais c'est très sincère, le sentiment d'avoir eu beaucoup de chance dans la vie. Et j'entendais l'autre jour dans un cercle avec lequel je travaillais aussi, ce sentiment de devoir fabriquer de la chance pour les autres. Donc j'ai eu de la chance, j'ai aussi envie de fabriquer de la chance pour les autres, pour ceux qui en ont moins. Ça c'est plus personnel. Et puis un héritage. Accenture a été une entreprise qui est historiquement engagée. Donc comme dirigeant d'Accenture, je me sens aussi un héritage, un très bel héritage à faire vivre et à grandir. Je dirais, voilà les deux raisons. Oui, je comprends ce que vous dites. Et sincèrement, moi aussi, je peux témoigner du fait que ce sont des entreprises où la notion d'égalité des chances existait dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a une notion de recherche de talent dans le recrutement et dans la progression que connaissent les personnes qui a finalement toujours existé. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais aujourd'hui, on en parle. Et donc, vous avez voulu creuser davantage encore ce sillon et puis rendre à la société ce qu'elle vous a donné, visiblement, c'est ça ? Exactement. Et justement, dans ces dernières années, est-ce qu'il y a une ou deux actions dont vous êtes particulièrement fier qui pourraient être associées à votre engagement ? Alors, fier et modeste, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je citerai évidemment le mentorat, ce qu'Accenture fait pour le mentorat. Et à nouveau, on est entre ce qui est naturel chez nous, ce qui est notre ADN, comme le fait de passage à l'échelle, comme l'envie de nos collaborateurs d'avoir de l'impact, qui est profondément lié à notre façon d'exercer notre métier chez nos clients et qui s'applique très bien à la notion d'engagement. Eh bien, je dirais le mentorat, lui aussi, est quelque chose de naturel chez Accenture, parce qu'on est dans une entreprise de service où on grandit avec des mentors. J'ai eu des mentors exceptionnels dans ma vie, ça fait partie de la chance que j'ai eue chez Accenture. Et donc là aussi, je me sens le devoir et l'envie. Ce n'est pas qu'un devoir, c'est l'envie, parce que c'est formidable d'être un mentor, c'est très riche personnellement aussi. Ce n'est pas si simple, on va y revenir, je crois que c'est votre question d'après. Et donc le mentorat nous était naturel aussi, et donc je pense qu'accélérer sur le mentorat est peut-être le sujet dont effectivement je suis le plus fier ces derniers temps, mais je rajoute de la modestie parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire dans la conviction, dans chez nous aussi, d'embarquer les autres. Pour aller toujours plus loin parce que c'est un sujet magnifique, le mentorat, parce que c'est un sujet qui est d'une très grande efficacité. C'est finalement peu de temps pour beaucoup, à l'occasion, beaucoup d'impact. Et je trouve cet équilibre entre le temps que chacun peut donner, qui est toujours compté, et l'impact qu'on peut avoir auprès d'un jeune quand ça marche, c'est formidable. Et justement, effectivement, parce que moi, comme vous savez, j'aime toujours aussi savoir s'il y a des choses qui ont moins bien marché. Oui. D'ailleurs, les choses qui ont moins bien marché, on en apprend beaucoup aussi. Oui. Hein. Est-ce que ça aussi, vous pouvez partager avec nous ? Oui, mais je vais rester dans le mentorat, puisque je suis mentor pour la deuxième fois. Et mon premier
jeunes mentorés. Ce n'était pas aussi simple. J'avais une vision un peu idyllique du mentorat, où on pense qu'on est trop en train de se regarder dans la glace et de se dire que sa propre expérience va être une source d'inspiration pour quelqu'un. Mais pas toujours, en fait. La première raison, c'est ce que Montaigne dit quand il parle d'éducation. La première chose, c'est qu'il faut écouter, se mettre au niveau et d'abord comprendre. Et pas penser un peu facilement que sa propre expérience, aussi riche soit-elle, puisse être la référence et la source de toutes les solutions à la question de l'autre. Donc la première question, c'est vraiment de se mettre au niveau et de bien comprendre quelle est la question. Alors même que vous avez l'habitude, de par votre métier, d'être à l'écoute. Oui. La question était moins la question de l'écoute était moins celle-là, c'est plutôt la question de penser que la solution était forcément dans mon passé à moi. Et du coup, qu'est-ce qu'il vous a apporté, ce mentorat-là? Une chose qui est formidable toujours, c'est d'avoir des leçons de modestie en permanence dans la vie. Oui, bien sûr. D'où la modestie dont vous parliez aussi. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Beaucoup de choses. Mes collègues, ma famille, mes enfants, le monde. Je suis passionné par le monde qui change, par l'intensité des changements qu'on vit en ce moment dans ce que j'appelle cette entrée dans le XXIe siècle. À ma mesure, l'envie de relever quelques-uns des défis qui existent dans le monde, sur lesquels j'ai un levier grâce à Accenture, grâce à la fondation d'Accenture. Donc voilà, je suis vraiment passionné par tout ça. Donc ce qui me fait me lever le matin, c'est ça. Et puis le fait d'avoir dans son agenda des rencontres avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc le fait de me dire, aujourd'hui, je vais faire la connaissance avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Les surprises de la vie. Formidable. Voilà, exactement. Normalement, j'allais vous demander qu'est-ce que vous pensez que vos engagements apportent à la société, mais je crois qu'on l'a entendu. Alors du coup, je vais transformer un tout petit peu la question. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous aimeriez que vos engagements apportent à la société? Ils apportent quelque chose de très concret. Ce qu'on fait à travers les entreprises s'engagent, à travers le mentorat, à travers la fondation, il y a des résultats très concrets. Notre sujet, c'est de rapprocher des gens qui sont très éloignés de l'emploi vers l'emploi, en particulier grâce aux métiers de la technologie ou à travers les métiers de la technologie. Donc là, il y a des résultats concrets. Ça, c'est la première chose, parce qu'on existe à travers ces résultats-là. Il y a peut-être un deuxième sujet qui est intéressant, c'est de faire tomber des barrières. C'est de faire évoluer des pensées et des comportements. Par exemple, alors il y en a plusieurs, mais par exemple le fait que grâce à la technologie, beaucoup de gens qui ne pensaient jamais retrouver un travail dans les métiers de la technologie peuvent y arriver. Ça, c'est une évolution. Beaucoup de gens pensent que la technologie, c'est un métier de garçon, c'est un métier de scientifique, il faut avoir fait des études un peu plus techniques. Ce n'est pas forcément vrai. Donc ça, c'est ce que j'appelle faire évoluer une barrière. C'est super de déconstruire ces stéréotypes, parce qu'effectivement, c'est important que vous le disiez. Donc ça peut être aussi, parce que c'est quand même des secteurs qui recrutent, qui continuent de recruter beaucoup. Et effectivement, les stéréotypes, c'est des garçons, des geeks. Voilà. Donc il y a deux choses, il y a des résultats concrets et puis il y a des modèles de pensée, des références, des barrières. Si on les fait bouger, ça c'est intéressant aussi. Et à vous, ça apporte quoi, ces engagements? En dehors de la modestie, j'ai compris. Non, la modestie, c'est formidablement utile. Non, on se construit avec les autres, on se construit à travers les autres. Donc la générosité, c'est une façon de se construire soi-même. Donc je pense que c'est indispensable, mais on ne le fait pas pour quelque chose. En fait, on le fait sans le faire, comme la prose de M. Jourdain, parce qu'il n'y a pas vraiment d'objectif. Non, bien sûr, sans que ce soit un objectif, mais est-ce que vous avez constaté que vous en retirez forcément du plaisir, de la satisfaction, enfin je suppose. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, dans les métiers qu'on exerce, c'est une source d'équilibre. D'accord. La générosité contribue à l'équilibre. Vous avez dit que vous aviez des enfants, donc je me permets aussi de rebondir là-dessus. Est-ce que le papa engagé que vous êtes, vous pensez que ça a un impact sur eux? C'est des débats sans fin. J'ai une fille médecin, urgentiste, et donc qui est confrontée à une certaine... Un métier d'engagement au quotidien. Donc je peux vous dire que cette discussion sur qu'est-ce que c'est que d'être engagé, comment on est engagé, quels résultats on peut obtenir, sont des discussions vives et passionnantes, avec tous, mais particulièrement avec celle qui est confrontée à la réalité de la vie bien plus que moi, d'une certaine façon. Oui, alors ça je comprends tout à fait. Il faudrait d'ailleurs qu'on reçoive des médecins. Je pense que c'est très intéressant. Oui. Vous êtes dans une des entreprises au niveau international qui est aussi reconnue
pour être dans la performance, dans la recherche de performance. Et ce n'est pas un gros mot, hein, c'est tout à fait bien. Je voudrais que vous me disiez si vous estimez que l'engagement joue un rôle dans cette performance. Essentiel. Essentiel. Donc, ça fait longtemps qu'on a approché cette dimension-là. Il y a des baromètres, il y a des mesures qui disent que les entreprises au sein desquelles les collaborateurs sont très engagés, moyennement engagés, vous pouvez faire une corrélation parfaite entre leur performance et le niveau d'engagement des collaborateurs. Donc ça c'est quelque chose qui existe déjà. Mais là, je trouve qu'on va un peu plus loin que l'engagement. C'est cette jeunesse exigeante, elle veut avoir des preuves. Je la trouve noblement plus exigeante. Elle se satisfait moins de discours que peut-être ma génération. Et elle est davantage dans la preuve de l'impact, dans l'impact et dans la preuve de l'impact. Et donc ça force un niveau d'exigence, je trouve intéressant, parce que il faut être dans un dialogue très honnête sur l'impact qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez réfléchi au pourquoi de cette exigence plus dans les preuves de la jeune génération? Effectivement, nous, on était moins dans... On avait envie, mais on réclamait moins, en fait. Je pense qu'il y a deux sujets clés. C'est la grande prise de conscience qu'on vivait dans un univers fini et que la planète était un élément fini, alors que la génération d'après-guerre, je ne suis pas aussi âgé que ça, mais la génération d'après-guerre, on va dire, ou les deux générations d'après-guerre, ont vécu dans ce dogme que les ressources étaient infinies. Il a fallu le choc pétrolier au début des années 70 pour découvrir tout d'un coup que quelque chose pouvait avoir une dimension finie. Et après, ça a encore pris quelques dizaines d'années pour que cette prise de conscience soit quasiment planétaire. Donc ça, c'est un élément de bascule pour cette génération-là. Fondamental, le fait de comprendre qu'on vit dans un espace limité, avec des ressources limitées. Et puis le deuxième dogme, c'est celui du partage, c'est celui d'une notion de partage et d'un monde plus fair, plus équilibré dans le partage. Et donc je pense que ces deux notions-là, elles sont liées d'ailleurs. Hein. Le fait d'être dans un environnement limité et de mieux partager, c'est quelque chose qui anime cette Et peut-être aussi génération. d'avoir cette conscience, mais qui est d'ailleurs la vôtre, hein, que l'entreprise a un rôle impératif à jouer, que ce n'est pas qu'une histoire d'association ou de gouvernement ou de gouvernants, mais l'entreprise aujourd'hui, est-ce que c'est votre conviction? C'est très vrai ça. Je pense quand vous regardez les enquêtes d'opinion sur la crédibilité des prises de parole, et c'est malheureux d'ailleurs, la crédibilité souvent politique, médias est affectée, est en baisse ces dernières années. La crédibilité de la parole de l'entreprise est toujours assez élevée parce que l'entreprise fait ce qu'elle dit, à peu près. Et c'est essentiel qu'on continue à être une parole crédible parce qu'on est par définition dans l'action, dans le résultat. Et soyons donc dans un résultat qui soit impactant. Pour la société. Et justement, vous dites dans le résultat, effectivement, l'avantage aussi dans l'entreprise, c'est qu'on peut peut-être se projeter un peu au-delà, il n'y a pas d'élection, etc. Donc quand on fait les choses, on a le temps de les faire aussi. Oui, c'est juste. Comment vous voyez dans 5 ans Alors, je vais vous surprendre sur cette question-là parce que ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question, mais je raisonne moins comme ça. Je vis, avec mon double positivisme, beaucoup dans le présent. C'est bien, c'est une vraie philosophie de vie. Hein. Tout à fait, qui me vient de Montaigne, qui prêche beaucoup ça. Et donc je connais bien ma journée, je sais ce que je vais faire cet après-midi, je sais ce que je vais faire ce midi, je sais ce que je vais faire demain, je sais un peu ce que je vais faire la semaine prochaine, mais c'est par nature, encore une fois, très présent, très dans l'instant. C'est peut-être une philosophie de vie, donc je ne sais pas vraiment vous répondre sur dans 5 ans où est-ce que je serai, ce que je ferai. Alors ça, c'est parfait. Je serai probablement aussi entier et aussi présent et aussi engagé. Dans la seconde et aussi engagé. Et vous pensez que parce que c'est aussi un talent d'être capable de vivre dans le présent. Est-ce que vous pensez que vous l'aviez toujours ou vous avez dû l'acquérir? Non, je pense que c'est profondément quelque chose qui me définit. C'est génial. Ah oui, c'est une super chance. Je ne sais pas, parce que d'autres pourraient vous dire, mais... En fait, ils se projettent. Oui, voilà. Mais vous essayez de profiter quand même du présent dans vos activités, auprès de vos clients, auprès de vos équipes. Très bien. Alors, vous connaissez sûrement, vous avez cité Montaigne, alors moi je vais vous citer le poète Rudyard Kipling, du coup, qui a ce poème qu'on connaît tous, « Tu seras un homme, mon fils », qui dit « Si, etc., etc., alors tu seras un homme, mon fils ». Si vous deviez dire... à votre fille, par exemple, ou à n'importe quelle fille, n'importe quel garçon, tu seras un leader engagé si tu fais ça, ou si tu... Qu'est-ce que vous diriez? Alors,
Pas simple, mais... Non, mais surtout, en fait, je pense que je n'ai pas besoin de leur dire. C'est ce qui me frappe avec la jeunesse, et même avec mes enfants, ils le sont déjà. Et en fait, c'est eux l'inspiration. La jeunesse est une forme d'inspiration sur ça. Et moi, je suis inspiré par ma fille, parce qu'elle fait au quotidien, quand elle s'est battue contre le Covid, parce qu'elle était au front, vraiment au front, le mot est juste. Et donc, je me demande si ce n'est pas plutôt à eux de nous le dire. Ah, c'est intéressant. Il faudra leur demander. Peut-être on le postera après. Moi, je serais intéressée d'avoir leur réponse. Effectivement, c'est très juste. L'une des devises de la communauté Les entreprises s'engagent est « Demain, l'entreprise sera engagée ou ne sera pas ». Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on a, je pense, fait le lien entre performance et engagement. Et on va un peu plus loin maintenant dans l'impact, dans la capacité d'attirer des talents. Tout le monde a bien compris qu'il fallait être très sérieux sur ces sujets-là, non seulement pour continuer à exister comme entreprise, mais pour être capable d'attirer des talents. Je pense que dans les 10 prochaines années, il y a tout un tas de chiffres qui circulent sur ça, mais il y a une grande partie des très grandes entreprises du monde qui seront sûrement affectées parce qu'elles n'auront pas réussi à répondre à ce défi-là. Et donc je pense qu'en fait c'est une question de survie pour l'entreprise. C'est-à-dire si on n'est pas engagé sur son périmètre d'activité à travers ses produits, vis-à-vis de ses collaborateurs, moi je pense qu'il y va de la question de la survie de l'entreprise. D'accord. Donc ça va même au-delà de la performance. Oui. En effet, donc si l'entreprise n'est pas engagée, elle ne sera plus. Oui. Ça c'est un message un peu dur, mais positif. Pour revenir à votre positivisme légendaire. Alors, on finit toujours cette série d'interviews avec des questions un peu différentes, pour vous connaître aussi un peu différemment. Donc, je vais vous en poser 4, si vous êtes d'accord. Si là, tout de suite, vous pouviez prendre un café avec quelqu'un, qui serait cette personne ? Alors, je l'ai déjà un peu cité, mais je rêverais d'avoir une rencontre avec Montaigne. Voilà. Montaigne était un très grand philosophe français qui il écrivait dans un français qui était un tout petit peu ancien par rapport à celui d'aujourd'hui, mais qui était magnifique de simplicité. C'est quelqu'un qui est très clair, c'est un philosophe qui est magnifiquement clair. Pascal est plus dur à lire, par exemple, et Montaigne est très accessible, et c'est une merveille d'équilibre. Il parle de l'éducation, il parle des animaux, il parle du rapport à la religion, il parle du rapport à soi, il parle de la mort, comme peu de gens le font. Je crois qu'Accenture est très branché métaverse. Peut-être que justement, vous pourriez avoir des univers de métaverse où vous pourriez prendre ce café avec Montaigne, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Et si vous pouviez choisir de faire enseigner quelque chose, une matière, dans toutes les écoles du monde, sans exception, quelle serait cette matière ? Alors là, j'ai des convictions très fortes sur ce sujet-là, c'est l'art. Je pense qu'on sous-estime l'impact incroyable que peuvent avoir des œuvres d'art sur des enfants, sur des adolescents. On parle souvent beaucoup du sport sur ce sujet-là, qui est plein de richesses aussi. Loin de moi l'idée de le nier, mais je pense que l'art est quand même le parent pauvre de l'enseignement et de l'éducation, de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence. Or, il ne s'agit pas de la culture ou il ne s'agit pas forcément de la pratique de quelque chose, mais simplement l'exposition à l'œuvre d'art. Le beau remue beaucoup plus profondément, positivement qu'on ne le pense toutes les âmes du monde. C'est très juste. Et ça me fait réfléchir à ce que vous disiez précédemment sur l'inclusion et ces équipes multiculturelles que vous avez. Je pense que l'art peut être vraiment un fil conducteur entre les différences des uns et des autres aussi. Et c'est vrai qu'effectivement... Oui, parce qu'il a une dimension universelle, il dépasse les frontières. C'est ça. Et oui, et je pense qu'on peut être très différent et s'émouvoir exactement de la même façon devant une œuvre d'art. Et ça, c'est vrai que c'est un super outil d'inclusion. On retient. Et alors, si vous deviez décrire notre planète à un extraterrestre, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, je citerai Paul Éluard, je dirais que la Terre est bleue comme une orange. Oh. Bon, ok. Je ne sais pas ce qu'il va en penser, l'extraterrestre, mais très très bien. Il comprendra que les terriens sont des créatifs et des artistes. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de valeur dans ce bleu-orange. C'est très intéressant. Et puis vous, à votre tour, si vous aviez l'opportunité de poser une question au monde entier, qu'est-ce qu'elle serait ?
Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une invitation à venir construire l'avenir ensemble, dans cette notion de collectif. Les problèmes du monde sont très complexes aujourd'hui, sont de plus en plus complexes. La question de la décarbonation du monde, de l'économie est une question très complexe, et il y en a d'autres. Et donc, ce ne serait pas une question, ce serait une invitation à venez, on va changer le monde ensemble. Donc ça pourrait être et si on changeait le monde ensemble? Voilà. Ça me paraît être une très belle conclusion à cette interview. Merci beaucoup, Olivier Girard, d'avoir été avec nous. À bientôt. Chérie. Merci.